Bonjour à tous, bienvenue dans le bistrot, première de l'année 2016, incroyable. Une intro qu'on n'aura pas fait deux fois. Et pour parler de cette nouvelle année, de cette année 2007, cette année qui va commencer avec un bistrot plus fort que jamais, avec un bistrot qui va apporter son lot de changements quotidiens, qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie, de faire des rencontres, rien du tout, je dis de la merde. Eh, salut Julien. Ouais, salut Macaille, comment ça va? Ça va, et toi? Eh ben ça va tranquille, la bonne année à tout le monde, hein? Alors, la bonne année, la bonne santé, Ouais. qu'est-ce que tu as envie de souhaiter aux gens qui nous regardent pour cette année 2016 qui a vu un ballon d'or arriver original, évidemment, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Une Ouais, surprise dans ce avec ballon un d'or, comme costume d'habitude. joli pour une fois. Non, qu'est-ce que tu as envie de souhaiter aux gens? Vas-y, Ouais, profites-en. je souhaite aux gens juste d'une manière générale d'être un peu moins cons et d'essayer d'un tout petit peu se comprendre, discuter, passer des moments ensemble et donc vivre mieux. C'est tout ce que je souhaite à tout le monde, de vivre mieux, de vivre heureux et si possible de vivre en paix. Voilà, Voilà, ça ça part sera donc pas sur le trop fait que les compliqué. gens sont cons, hein, évidemment. Premier mot de Julien en 2016, les gens sont cons. Soyez moins cons, s'il vous plaît, les meilleurs vœux. Celui-là, moi, Ah, ça fait je plaisir. m'excuse pas de cette caste, hein. Je pense quand même que l'homme, d'une manière générale, a tendance un peu à faire en sorte de pas trop s'entendre avec son voisin. Et tous, à un certain niveau, on a notre petit degré de connerie. Donc moi-même, j'ai mon petit degré de connerie. Il est Je valide. l'assume pleinement et je vais faire en sorte, et c'est ma résolution de 2016, d'être un peu moins con, moi aussi, pour que, on vive mieux ensemble, heureux et C'est... en paix. Ah ouais, on pourrait faire les résolutions. Ah, ce serait vachement bien ça. Mais on le fera pas ce soir parce que j'en ai pas. Donc, Donc voilà, sinon, je donc vais je être souhaite à tout le ridicule. monde de tenir cette Euh, résolution. D'être moins con. Ouais. Alors, pour Ça peut pas faire. 2016. Oui, vas-y, tu disais, excuse-moi, je te coupe. Je suis Non, je très. disais, ça peut pas faire de mal de d'être moins con. D'une manière générale, ça peut pas faire de mal. Alors, pour 2016, changement dans l'émission. Une émission qui, à partir de maintenant, sera découpée en deux parties. Une première partie qui est celle-là, qui sera une partie où nous traiterons toutes les semaines de l'actualité sportive, des sujets que nous avons envie de parler, qui sera fait en mode blabla, tranquille, plus de jingle, plus toutes ces choses-là. Voilà, on parlera pendant une Plus de demi... Non, plus jingle. de jingle, c'est fini le temps des jingles parce que ça me prend un temps fou pour pas grand-chose. Et voilà, donc on prendra le temps pendant une demi-heure voilà, de débriefer l'actualité sportive. On fera une petite pause pour les gens qui seront avec nous en direct et ensuite on passera à la deuxième partie de l'émission qui sera la partie défi de Julien où on rajoutera un petit concours de pronostics toutes les semaines. Et Ouais. voilà, et donc la première partie du bistrot sera rediffusée le mardi et la deuxième partie sera rediffusée les vendredis soirs, ce qui permettra à la chaîne Captain Gomis de ne plus avoir non plus une vidéo par semaine parce que je glande à côté, mais d'avoir deux vidéos par semaine. Parce que c'est fou, c'est incroyable. Et d'avoir peut-être, qui sait, un format plus digeste pour Internet. Une Voilà. question. Est-ce Oui, que j'aurai deux piges? non, oui, je double ton salaire. Ah, c'est cool. Voilà. Hein, Merci. 2 fois zéro. Voilà, bon, Ouais, bref. bon, quand même. Je trouve que Ouais, non, mais fois, je suis généreux, je sais. euh, voilà, tu l'utilises deux fois, droit d'auteur. Voilà, deux fois. Je trouve normal que tu doubles. C'est bien, c'est bien. Et, T'as bon. et, et tant qu'on y est, si vous avez envie de participer au défi de Julien ou de défier Julien sur un défi, alors il y a deux solutions. Ou vous avez envie de participer, vous avez un sujet que vous aimeriez voir abordé sur les défis de Julien, un questionnaire, une passion, voilà, et vous avez envie de préparer le défi de Julien, et bien à ce moment-là, c'est très simple, vous me contactez par les réseaux sociaux et on en parle. Deuxième solution, vous avez envie de défier Julien à un questionnaire, vous serez seul face à lui à mes questions de ouf. À ce moment-là, pareil, les réseaux sociaux, vous me parlez. Mais pour commencer l'émission en beauté, j'ai envie de parler de Zidane, moi. Oh, Ah la ouais. transition. Ouais. Oui, parce que. Alors, Fiorentino Pérez, il est fort. Fiorentino Ouais. Pérez, il déclare en novembre Benitez, c'est mon copain. Enfin, il déclare en septembre j'ai fait le meilleur choix d'entraîneur. En octobre, ça va pas trop. Il fait non, mais voilà, hein, il va rester. En novembre, il dit non, 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 mais ça va, il a perdu 2 matchs, il va rester. En décembre, il dit bon, ça va, il a perdu 4 matchs, il va rester. Puis Zidane, il est pas prêt. Et puis alors là, début janvier, ouais, bon, finalement, Zidane, il est prêt. Raphaël, bon, fais tes valises, elles sont là, regarde, on t'attend, on t'a payé l'avion. Allez, ciao, à plus, bonsoir. Ouais. Euh, et voilà, j'aurais aimé avoir ton avis là-dessus, parce que je sais que tu es un amoureux de Zidane. Moi, j'ai déjà eu l'occasion Je de suis un dire homme dans de cette émission. Zidane, moi. Bah, je sais pas, oui, sûrement. Comme tout le monde, Non. non?
plus que ça. C'est un superbe joueur, mais je suis pas un amoureux transi de Zidane, non, pas du tout. Non, mais quelle Ouais. est ta réaction là, par rapport à cette Mais oui, nomination? bah, sur mon avis sur la question, bon, de toute façon, une évidence, bien sûr, c'est que ça fait quand même un paquet de fois que notre ami Pérez se trompe sur ses entraîneurs, en prenant Mourinho à base défensive, en prenant Benitez à base défensive, en prenant Pellegrini qui a pas les épaules, enfin bon, il en enchaîne quelques-uns. Alors au milieu de tout ça, il y en a eu des bons, hein, comme Carlo Ancelotti, bien évidemment, qui Il a est vrai. je trouve était un très très bon entraîneur. Tu évoquais un petit peu l'évolution de la mentalité de Florentino Pérez sur ces derniers mois. Tu peux rajouter aussi donc sa première déclaration une fois Zidane intronisé Il est quand là, il hein. dit Regardez. j'aurais dû le mettre dès le mois de juin et pas prendre Benitez. Je crois que plus que d'avoir Benitez au mois de juin, ce qu'il aurait surtout faire, pardon, d'avoir Zidane dès le mois de juin, ce qu'il aurait dû surtout faire, c'était ne pas virer Ancelotti. Voilà, et tout irait pas si mal pour le Real. C'est tout, quoi. Il faut juste un moment quand même comprendre que quand tu as en face de toi une équipe qui est plus forte, et des fois, il faut accepter que tu es moins fort et accepter la domination. Certains clubs l'ont fait pendant des années, des décennies même. Et voilà, aujourd'hui, le Real est la deuxième puissance d'Europe. Mais en étant la deuxième puissance d'Europe, elle est aussi la deuxième puissance d'Espagne. Donc, ça dérange Florentino Pérez qui cherche des solutions. Zidane sera au moins proche de la philosophie de jeu du Real et emmènera du jeu offensif et du mouvement dans des transmissions de balles, des choses comme ça. Donc il va apporter quand même un véritable plus à ce niveau-là. Pour le reste, un moment ou un autre, il va falloir quand même que le Real aussi accepte ou comprenne qu'aujourd'hui, il y a plus fort que lui. Voilà, mais Est-ce c'est mon avis. Et Zidane sera un bon coach parce que Zidane a quand même une Formule 1 entre les mains qui se conduit presque toute seule et lui, il a juste presque à dire dans un petit micro, on tourne à gauche, on tourne à droite. Il sait que de toute façon, ceux qui pilotent la voiture vont l'emmener sans aucun problème à bon port d'une manière ou d'une autre. Ouais, mais quand tu dis ça, ton discours, il sous-entend que... tu sous-entends que quelque part, comment dire, l'entraîneur sert pas à grand-chose, quoi, dans tout ce bordel. Tu vois? On en arrive à des niveaux de jeu quand même où, de toute façon, l'influence de l'entraîneur sur le plan purement technique, sur le plan physique, ces choses-là, on est quand même en phase avec des joueurs qui, bien évidemment, ont un talent extraordinaire, mais qui, en plus de ce talent extraordinaire, sont quand même tous des monstres de travailleurs, quoi. Vraiment des mecs qui en bouffent, qui ont parfois même leur propre structure personnelle pour s'entraîner, progresser, etc., etc., etc. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, toute cette partie technique, éducation entre guillemets de l'entraîneur, elle est moindre, y compris pour la tactique. Ça va être sur des petits points de détail véritablement. Donc ils sont là vraiment pour préparer le joueur à lui donner un maximum d'informations pour ce qui va se faire, pour mettre en place bien évidemment la philosophie de jeu, le plan de jeu d'une certaine façon, et surtout bien sûr après pour discuter d'une manière générale, répondre aux problèmes des joueurs, à leurs petits états d'âme, etc., etc., apporter son expérience parce que lui a vécu des grands matchs, etc., etc. Mais oui, c'est quand même, je veux dire, l'influence d'un entraîneur techniquement purement est moindre à ce niveau-là. Tu vois, Zidane, il va pas arriver et dire, alors voilà, moi, quand je faisais ma roulette, je passais le troisième crampon qui est sur le côté gauche de ma chaussure, juste sur le dessus du cuir, alors que toi, Cristiano Ronaldo, tu le fais vraiment avec le cœur de la semelle, c'est-à-dire entre les crampons de l'avant de ton pied et les crampons, machin. Fais-le plutôt comme ça. Il va pas apporter ces choses-là. Et sur certains clubs, on a des fois besoin d'apporter ces petites solutions techniques. Je suis dans la caricature avec mon histoire de tu mets le crampon comme ceci, comme cela, mais tu vas Ouais, tirer tes ouais. corners tout le temps au point de pénalty, tu vas chercher systématiquement la tête de machin, tu vois. Dans des clubs, les joueurs ont Ouais, besoin qu'on leur donne ces informations-là. Là, il n'y a ouais, plus c'est pas le besoin de Racing ça. Club de Lens, on est d'accord Ils se connaissent, là-dessus. voilà, les effectifs sont stables pratiquement d'une année sur l'autre, ils se connaissent par cœur, le plan de jeu est à peu près établi tout le temps. Voilà, quand tu regardes le Real d'il y a 5 ans et le Real d'aujourd'hui, ils se ressemblent quand même un petit peu sur les racines, sur la genèse du truc, même si on a eu une en base plus défensive sous Mourinho et un petit peu sous Benitez aussi, et plus offensive maintenant avec Zidane et Ancelotti qui avait, je pense, un juste équilibre. C'est pour ça que je te dis que pour moi, Ancelotti était certainement un des meilleurs coachs du Real de ces 10, 15, 20 dernières années. Ouais. Donc voilà, ça se ressemble quand même. Donc tu apportes une philosophie, une expérience, un petit quelque chose, un petit plus.
Mais voilà, c'est ce qui fait aussi qu'un mec comme Zidane, qui a jamais entraîné au plus haut niveau, peut tout de suite, paradoxalement, prendre en main comme une équipe comme le Real et avoir des résultats quand même Ouais, déjà très probants. ouais, Voilà, ça après, il a gagné le fonctionne. premier match, quoi, pour l'instant. Oui, 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 mais il l'a gagné bien comme il Oui, ils faut. l'ont Il bien gagné. Est-ce a que tu apporté penses quelques pas petites touches, mais il y a du boulot encore sur certaines choses, bien sûr. Est-ce que tu penses pas que le problème du Real de Madrid, j'ai mis ça à un moment donné sur l'écran, c'est les coachs du Real. Ils ont, depuis 2005, donc depuis Mhm. 10 ans en gros, on va prendre 2006 même si tu veux, ils ont eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zidane, c'est le huitième coach depuis la saison 2006-2016. 2007. Est-ce que tu penses pas que à un moment, le fait de changer de coach tout le temps, c'est pas ce qui freine la progression du Real de Madrid? Est-ce que tu penses pas que Fiorentino Pérez, il est un peu impatient au niveau des résultats et qu'il C'est laisse bien. pas finalement à ses coachs le temps de mettre en place leur méthode? Regarde le bilan d'Ancelotti encore la saison dernière. Le Real fait quand même une très belle saison. Alors c'est vrai que c'est une saison à 0 titre, mais c'est une très Ouais, belle saison quand même que fait le Real l'année dernière. Ancelotti dehors. Capello, Fabio Capello, première fois qu'il vient au Real, champion à la fin de la dehors. saison. Si Fabio Capello, au revoir. Bon, Ouais, voilà. Et, ça c'est... c'est pas de l'impatience, c'est une éternelle quête de la part de Florentino Pérez, une éternelle quête sur le jeu et une identité du Real. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu parles de l'identité du Barça, tu sais que c'est un jeu de passe, de possession de balle, de pressing très très haut, de mouvement, et donc des joueurs petits, enfin petits, pas très très grands, qui vont passer un peu partout, Mais extrêmement doués. non. C'est précis. Au Ouais, Real, la philosophie, c'est on est un club qui attaque, mais il n'arrive pas à mettre en place une c'est une identité de jeu philosophie. et donc voilà, c'est ça, c'est vraiment complètement un fil directeur si tu veux, un Ouais, ouais, non véritable. mais oui, je vois l'idée, ouais. Voilà. Et ça, ils n'ont pas au Real Madrid. C'est leur fil directeur, c'est on est le Real Madrid, on est la Casa Bianca, et donc Il nous faut des quand on est stars ça, et qu'on mette des il buts. faut des stars, il faut des gros transferts, il faut de l'agitation, il faut du beau jeu d'une manière générale. Mais ils n'ont pas la définition de ce qu'est le beau jeu chez eux. À la limite, la seule référence qu'on peut avoir, c'est la Quinta del Buitre, qui était à la fin des années 80, début des années 90, dont Ouais. faisait partie, entre autres, Michel, l'entraîneur de Marseille, Emilio Butragueño, Emilio Sanchez, c'était, tu vois, c'était concentré autour de ces trois joueurs. La Quinta del Buitre, à l'époque, avait quand même une vraie identité de jeu, une vraie âme. Ils auraient pu continuer, péricliter un peu tout ça dans le temps, mais ils ont toujours un petit peu changé parce que chez eux, il y a plus de mouvement au niveau du président. On arrive moins à installer longtemps les présidents au Real qu'on peut le faire par exemple au Barça. Et donc pour les entraîneurs bien évidemment aussi. Et donc Florentino Pérez est depuis de très nombreuses années en quête de cette identité-là. Il l'avait, je pense, trouvé ou presque trouvé à l'époque où il avait mis Vicente Del Bosque, un Ouais. ancien joueur du Real Madrid, comme par hasard. Puis il a recommencé à prendre des entraîneurs, tous aussi bons les uns que les autres, voire même parfois encore meilleurs que d'autres les uns les autres, mais qui n'étaient pas des anciens joueurs du Real Attends. Madrid, qui maîtrisaient pas ce Fais petit quelque gaffe chose. dans ce que tu viens de dire, tu as inclus José Mourinho dans les Bien entraîneurs sûr, meilleurs que les uns que les autres, hein. Donc, c'est bien lui d'ailleurs que je sous-entendais quand même d'une certaine façon, et Ancelotti aussi, parce que si le palmarès de Mourinho est exceptionnel, celui d'Ancelotti est à quelque chose près le même. alors nous sommes actuellement 3 sur le live, bienvenue à toi qui viens de nous rejoindre. Vas-y, continue. Bienvenue à Bienvenue. toi qui N'hésite nous pas à te rejoint. présenter sur le chat, ça fait plaisir. On parle de sport. On parle de Zidane, entraîneur au Voilà. Real de Madrid, Ah, tout moi, je suis pas ça. loin de la fin de ce que j'étais en train de te dire, mon Guillaume, à savoir donc, bien, là, on est avec quand même pour une fois depuis bien longtemps le retour d'un Ouais. joueur du cru de Madrid qui en maîtrise un petit peu la philosophie d'une certaine façon. Et peut-être que lui va réussir à nous définir un peu ce que doit ou ce que devrait être le jeu ou l'identité de jeu, la philosophie de jeu tout simplement Toi, du Real. tu penses que ça va fonctionner avec Zidane plus que ça aurait pu fonctionner avec un Ancelotti ou... Ce qui est Pas sûr, mieux, c'est pas qu'a pire. priori, Perez le défendra bec et ongle. Parce que s'il défend pas Zidane, je sais pas quel entraîneur il peut défendre derrière. C'est quand même lui qui l'a mis là, qui lui a dit tiens, vas-y, Ah, c'est prends mon équipe aujourd'hui. en main, prends mon oseille, fais les pubs. Enfin, tu vois, Zidane, c'est vraiment le protégé de Perez. Ouais, enfin, c'est Ça, un peu, il a pratiquement avec tous ses entraîneurs, alors peut-être un peu moins avec des mecs qui ont un peu moins d'aura, un peu moins de charisme, comme Benitez, comme Pellegrini, effectivement, mais
il a toujours un peu donné les clés du camion à ses entraîneurs, hein, Florentino Pérez. Ouais. Et ces choix-là sont pratiquement à chaque fois des choix de Florentino Pérez tout seul ou presque. Hein. Donc évidemment, qui défendra bec et ongle Zidane. Mais enfin, si Zidane perd tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison, que le Real finit septième du championnat Eh ben à et plus. que Tiens, ton avion est là, la valise regarde à côté de celle de Rafa, tu peux y aller. voilà, Moi, je voilà. pense que Zidane aura des jokers Mais que n'ont pas eu y beaucoup a- d'autres entraîneurs. Mais ouais, mais et puis de toute façon, il y a pas grand risque. Il y a pas grand risque quand même. Cette équipe du Real, elle a non, une putain jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas de risque. Ils sont largués en Liga. On les attend. Ils sont largués. largués à 4-5 points. Ils sont pas si loin que ça. Mais Oui, enfin, mais a priori, c'est tellement dur de côté des petits points en Liga qu'effectivement, ils c'est sont perdu, presque quoi, quand largués. même. Mais ils sont pas. On va dire qu'a priori, c'est perdu, quand même. Mais ils peuvent la gagner. Mais bon. Ouais, quand même, hein. C'est pas perdu encore. Oui, non, mais je Voilà. veux dire par On là. verra. Enfin, c'est pas une saison où il y a une grosse attente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, a priori, bon, de toute façon, je reprends ce qu'on vient de dire au début du truc, mais voilà, Reprenons, ils sont la reprenons. deuxième meilleure équipe d'Europe, et malheureusement pour eux, en étant la deuxième meilleure équipe d'Europe, et ben, ils se retrouvent à être seulement la deuxième meilleure équipe d'Espagne. Et ça, Et donc, c'est c'est ça qui est un ballot. peu rude. Et ça, c'est ballot. Et, parce qu'évidemment, la meilleure équipe d'Europe pour Julien, hein, si jamais vous ne le saviez pas, c'est Barcelone, et ce, de manière totalement objective. Honnêtement, Euh, encore une fois, regarde les bilans, regarde les palmarès. Oui, 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 effectivement, non, mais tout à fait. là, une fois, tu emploies un terme juste, de manière effectivement tout à fait objective. Le Barça aujourd'hui est la meilleure équipe d'Europe. Il y a pas, je crois pas qui c'est qui peut me démontrer le contraire. Non, non, mais on n'essaiera pas, rassure-toi. Je sais que tu avais envie de parler d'autre chose, sans transition, parce que les transitions, c'est pour les ringards. Voilà, il y a pas, Euh, on t'entend pas, rien, on c'est droit au fini but. le temps des transitions, mais attends. Je sais que tu avais envie de parler d'autre chose, tu avais envie de parler un petit peu du Dakar. Ouais, C'est ce que tu bon, m'as faut envoyé pas- tout à l'heure. Ce petit Dakar c'est- 2016, ouais, où Sébastien Loeb est premier. ouais, effectivement, du bon, du grand, du très très bon Sébastien Loeb. Et ça, c'est fou. Euh, Pour sa Preuve première quand même, participation, un truc en plus, absolument. Oui, oui, complètement. Première preuve participation. que c'est une course facile, évidemment. Non, je pense pas que ça soit quand même une course facile parce qu'il y a beaucoup de très bons pilotes qui sont venus avec l'espoir de faire quelque chose au Dakar et qui soit ont mis beaucoup de temps avant de le gagner, soit même ne l'ont jamais gagné. Donc voilà, donc Loeb l'a encore pas gagné. Oui, Mais c'est vrai, c'est pas gagné. Si Loeb le gagne du premier coup, ça sera quand même pas vilain. Voilà, parce qu'en face, Carlos Sainz a déjà gagné le Dakar dans Alors, la même équipe sur vos avec. écrans, vous pouvez regarder, vous avez le classement sous les yeux, hein. Hmm. On remarque les trois Peugeot en premier, le classement auto, hein, pour l'instant. Voilà. Carlos Ouais. Sainz, tu disais. Oui, donc Carlos Sainz a déjà gagné une fois le Dakar, Peter Hansel l'a gagné 11 fois. Donc bon, voilà, quand je veux dire, les mecs qui ont la même voiture que lui, on peut partir du principe que Peugeot a effectivement sans doute la voiture la plus forte cette année. Et donc ça peut se jouer entre les trois, quatre gros pilotes de ce Dakar qui étaient donc chez Peugeot a priori Peter Hansel et Sainz et Loeb qu'on voyait un petit peu en retrait. Bah, Loeb Et qui de était l'autre sur une côté, année de test, en tout cas, c'était comme ça que c'était vendu. ouais, C'était son année de découverte, voilà, c'était sympa, il venait sur le Dakar. Ça faisait un petit coup de promo pour Peugeot, parce que ça reste quand même dans le sport mécanique un des plus beaux palmarès qui existe et qui est vivant, et voilà. mhm. Et bon, moi, enfin, pour moi, c'était un peu une opération marketing, et puis bon, s'il fait un top 10, c'est bien, quoi. Et moi, je perçois ça vraiment comme une très très grosse surprise, parce que sur une première participation, être premier à mi-parcours, parce que je crois qu'on en est là à peu près, c'est quand même Mhm. un peu fou, quoi. Alors Ouais, après, c'est sûr, c'est une surprise sans être une surprise pour moi. Il est hyper doué, ce garçon. après, c'est Hyper doué. sûr que par rapport à plein d'autres, où sur leur première participation, ils y vont avec la 205 de l'oncle René qui sont démerdés de leur taper. Lui, sa première participation, il est chez l'équipe qui est leader et qui a priori a la meilleure bagnole. Bon, ça fausse un peu, hein, c'est sûr. Mais, mais ouais, après, Mais Ouais, il c'est est quand même Sébastien le Loeb. meilleur, je le redis, parmi les meilleurs. Quand Ouais. tu regardes ce classement, tu vois les trois Peugeot, tu vois Mini et tu vois Toyota. Ouais, Voilà. mais quand Donc il est ça, pas. c'est Ouais, clairement les trois meilleures voitures du plateau. Et donc ces trois meilleures voitures du plateau, mine de rien, représentent, tu vois, une dizaine de bagnoles, une dizaine de concurrents. Et bien sûr, comme souvent dans ce genre de discipline-là,
sur les meilleures voitures, en général, tu retrouves les meilleurs pilotes. Ça veut donc dire que malgré tout, même si, et je te rejoins fortement quand tu dis qu'il a quand même effectivement un avantage parce qu'il a la meilleure bagnole, malgré tout, il arrive à être le meilleur parmi ses 10 meilleurs. Ah oui, bien sûr. Voilà. Non, mais C'est ça. quand même encore, voilà, la preuve malgré tout qu'il a vraiment un petit truc en plus. Partout où il passe, il fait des résultats. De toute façon, Sébastien Loeb, c'est un garçon qui n'est pas complètement secoué non plus. Il a aujourd'hui un palmarès exceptionnel parce qu'aussi, il y va quand il est conscient qu'il peut y faire quelque chose. Oui, Voilà oui, tout. oui, bien Sébastien sûr. Loeb aurait déjà pu faire le Dakar, aurait déjà pu se monter sa petite structure privée et se monter une petite bagnole comme ça, vite fait à Non, mais l'arrache il y pour va aller jamais découvrir. pour faire deuxième. Hein. Ça, quelles que soient les courses qu'il fait, il. Complètement. Il a cette volonté effectivement d'essayer d'être le meilleur. Mais par contre, moi, je soupçonne quand même Sébastien Loeb aujourd'hui de faire le Dakar, de découvrir le Dakar, d'apprendre le Dakar. Peut-être qu'en apprenant le Dakar, il va être déjà le plus fort du Dakar, mais je le soupçonne surtout de faire ça pour, à terme, construire lui-même sa propre voiture et gagner un jour le Dakar sur une Loeb avec un certain Sébastien Loeb au volant. C'est, à mon avis, je le vois Ouais. bien comme ça. Il est peu à peu en train de monter ses propres structures à lui et Ouais. il s'enrichit de connaissances, également de contacts, peut-être de mecs qui débauchera plus tard pour venir travailler dans son entité à lui. Moi, je le soupçonne d'avoir une envie de faire ça. Je pense que Sébastien Loeb, si un jour j'ai l'occasion de croiser Sébastien Loeb et de pouvoir l'interviewer ou ne serait-ce que discuter avec lui, la seule et unique question que j'ai envie de lui poser, c'est Sébastien Loeb, est-ce que quand tu étais petit, tu lisais Michel Vaillant? Michel Pourquoi? Vaillant, qui est une bande dessinée vraiment d'un garçon qui était un pilote. Tu as peut-être connu le film, toi, Ouais, qui a non, Michel Vaillant, si, ça me parlé parle, ça. mais rapidement, ouais. Voilà. Et j'ai l'impression que ce garçon, il a envie de devenir le Michel Vaillant, mais peut-être plus que le Michel Vaillant, je crois qu'il a envie de devenir le Henri Vaillant, le père. Celui Ah ouais. qui a gagné des petites choses, a construit des titres, et donc rien ne prouve qu'un jour on n'aura pas un petit Loeb qui prendra le relais ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il a un destin à la Michel Vaillant, ce garçon, il touche un peu à tout, il gagne un peu à tout, et puis maintenant, je crois que peu à peu, il va commencer à y mettre le nez au niveau de la construction, parce que peu à peu, il va être un peu atteint par la limite d'âge, mais il a encore quelques belles années devant lui à piloter, Ouais, à carrément. commencer à faire ses premiers exploits sur ses voitures avec lui-même au volant, et ensuite développer son écurie. C'est à mon avis la suite logique de ce garçon-là. On fait un petit tour sur le classement moto, rapidement. Donc, premier, Paolo Goncalves. Si, monsieur. Si, seigneur. Sous Non. une Honda CRF 450 Rally, évidemment. En 14h 30 minutes et 7 secondes. Voilà. Un coureur, hein, on le savait, extrêmement brillant et voilà qu'on est habitué à retrouver. J'en ai aucune idée, je connais rien Ah en oui, fait. non, non, mais là, effectivement, c'est pour ça que je t'arrête tout de suite. Au contraire, c'est le Dakar le plus ouvert de l'histoire Ah de ouais. moto. Ah ouais, presque comme le premier Tu me Dakar. dirais, il y a très très peu d'écart. Hein. On est sur une 45, une Voilà. 47. Parce qu'il y a toute une génération de motards qui soit a pris plus ou moins sa retraite, soit est passé en voiture, comme Cyril Després par exemple. Un autre comme Marc Coma a arrêté sa carrière et se retrouve maintenant même dans l'organisation du Dakar. Mais donc, Les, moralité, on se retrouve avec une catégorie moto où il y a presque aucune expérience et où on est quasiment sûr que, on n'est pas quasiment sûr, on est sûr que celui qui gagnera ce Dakar sera un premier vainqueur. Alors, Donc, les 8 premiers se c'est tiennent très en moins de ouvert. 10 minutes. Voilà, Tu c'est me dis très si j'ai ouvert une à bêtise, 8 minutes, c'est rien en rallye raid. non, rien du tout, effectivement. Et donc, le favori, quand même, dans tout ce que tu vois dans le classement-là, celui qui est favori, c'est quand même Juan Barada. C'est lui D'accord, hein, qui est le tout à favori. Alors, fait. moi, ton classement, bien évidemment, comme d'habitude, je le vois en flou. Donc, je ne sais pas à quelle position est Juan Barada, mais c'est lui, je crois qu'il est quatrième. Hein, Ouais, ça doit être lui. non, mais. Juan Barada Bolt, si, c'est lui, quatrième espagnol. Barreda. Juan. Voilà, Johan. Barreda. Johan, pourquoi tu dis Juan? Johan? Parce que Non? je le dis Juan, Juan. Bon, enfin, c'est Johan? Barreda. C'est lui qui est là. Juan. Voilà, c'est Non, lui mais le t'as raison, favori. ça doit être Juan, mais j'ai des problèmes de catalaniste. Ça se dit pas Juan. Mais c'est peut-être bien Joanne aussi, D'accord. c'est pas possible. Bref, Donc, peu il est importe, de quatrième toute façon, actuellement. Ok. voilà, c'est lui le favori a priori logique, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. En tout cas, il y a une génération de motards qui doit prendre le pouvoir sur le Dakar parce que la génération précédente a disparu, donc c'est très ouvert. Mais quand tu dis oui, Paolo Consalves, qu'on a l'habitude de voir, machin, non, parce que c'est vraiment tout des nouveaux ou presque. Et maintenant, tu vas nous commenter le classement des quads, évidemment, puisque tu connais. Ah Donc, oui, ça va être passionnant.
Je sais pas qui. Là, je connais pas, mais Avec le Hernandez Dakar, Alexis, le Péruvien, qui est premier. Si, seigneur. Sur le une Dakar Yamaha des 700R. camions, c'est sympa aussi. C'est Hein. nouveau, ça, les quads, là. Ça existait pas il y a quelques années. Ils Non, ont mis ça quand? ça fait moins de 10 ans. Il y a 10 ans, il y en a un premier qui l'a fait en quad. Après, il y en a eu un ou deux, mais qui concouraient, on ne savait pas trop dans quelle catégorie les foutre. Et puis d'un coup, d'un seul, eh ben, ils se sont dit, quitte à pas savoir trop où foutre dans quelle Ouais, catégorie on les va les quads, mettre dans leur coin. autant Ça faire les une catégorie occupera, quad. voilà, ouais. Et donc, paradoxalement, ils te montraient un peu des images de quad avant, parce que c'était un petit classement original au milieu de nulle part, parce qu'on suivait l'aventure du ou des deux ou trois qui faisaient ce Dakar en quad. Voilà, tu vois, on les voyait un petit peu, alors que maintenant qu'il y a une vraie catégorie, paradoxalement, on les voit pratiquement plus, les pauvres. Mais donc voilà, Et, là, voilà, je vais faire un petit peu mon Guillaume, un superbe classement que je vois trouble. Donc je sais pas qui oui, c'est qui est d'autant plus que je premier, suis mais passé un beau premier en tout cas. sur Je le pense à un classement habitué camion. de donner des premières places. Alors, le premier, c'est Alexis Hernandez. Et ensuite, il y a les deux frères Patronelli. J'espère qu'ils sont frères, en tout cas, ils ont le même nom. Mais Ouais. on va dire que ça va jouer sur les deux premiers, puisque le troisième est à 10 minutes déjà. Et oui, mais les deux premiers, 48 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. Donc on peut dire que tout est ouvert, hein. Un classement moto, un Là, classement camion moi, pour finir, euh, où les trois ouvert, premiers se tiennent en moins de 30 secondes. C'est fou ça. Et ouais, ouais, c'est clair, parce que là, franchement, c'est même à moins d'une heure. Hein. voilà. C'est encore jouable. Hein. Alors après, il faut qu'il y ait quelques concours de circonstances quand tu as une heure de Quand t'es retard. Hein, dixième mais avec une heure de retard, à faut une quand même heure que de les 9 retard, premiers ils se ratent quoi. on peut s'en sortir. Hein. Ouais, non, mais voilà, et un classement camion, parce que pareil, je suppose que tu connais très bien les camions. Ouais, Oui, je sais que c'est beaucoup des Russes, que c'est beaucoup des Portugais qui sont à fond là-dedans. alors Donc forcément, voilà. l'équipe première, c'est des Argentins, les autres, c'est des Néerlandais, mais après, c'est toi qui vois. Hein. Voilà. Et ben donc tu vois, là aussi, ça change. Hein. C'est intéressant. Les frères de Rouille, Ouais, les ouais. Tatras, les Cabaz, voilà, c'est une belle guerre de camions. Mais par contre, c'est très joli à voir aussi un camion à fond dans le machin, parce que c'est pas des camions qui sont comme on imagine des camions, quoi. Tu vois, ces espèces de gros rectangles, Ouais, enfin des c'est des gros trucs fait parties exprès. qui, euh, qui courent à fond sur le truc. Mais voilà, c'est sympa. Tout à Ça fait, fait de la fumée noire, par contre, c'est ça le problème. tout à fait. Bon, ben voilà, c'était le Dakar. Bon, moi, les sports mécaniques, hein, bon, Ouais. voilà. Par contre, une information breaking news. Ah, vas-y. Ouais, breaking news. Alors, breaking news, je te la livre de manière brute. Je Je vais la le prends dire en comme même t'as temps dit. que toi. Sébastien Loeb a eu un accident. Oui, il a fait des tonneaux, Et ouais, donc, j'ai vu ça tout à l'heure. je te la lis, je ne sais pas encore ce que je vais lire. Hein. Donc, leader du Dakar avant la huitième étape, Sébastien Loeb a été victime d'un accident ce lundi lors de l'étape de Salta Belen. Le Français devrait pouvoir poursuivre la course, mais ses chances de victoire s'envolent. Le pilote Peugeot et son copilote Daniel Elena ont eu un accident à 20 km de l'arrivée. C'est Stéphane Peter Hansel qui a annoncé l'accident lors de son arrivée. Il dit Sébastien est parti en tonneau à 20 km d'ici. Il était sorti de la Ouais, je l'ai vu ça. voiture, il semblait aller bien. Ils nous ont fait signe de continuer, mais a priori, ils ont pris une bonne cartouche. Eh ben voilà, Voilà, donc, il est en train d'apprendre. voilà, donc Loeb vient de perdre 1h08. Ah ouais, ok, bon, c'est perdu. Voilà, c'est perdu, mais Dommage. il le gagnera Dommage, prochainement, très dommage, dommage. probablement. Allez, un petit dernier Breaking sport news. là, tu m'avais proposé quoi? Et puis après on passera à autre chose, on fera de la rigolade, tout ça. Ah, Ah si on parlait foot, tiens, parlons du championnat de France. Parlons des on va choses pas parler intéressantes où il y a du suspense. avec, ouais, mais c'est pour ça que le championnat de France de foot, effectivement, on va pas en parler bien bien longtemps. Et Paris Paris a loin devant. gagné, c'est bon, on s'en fout le reste. Mais autant Paris est très très fort devant, autant tout le monde est très très faible derrière. Hier soir, on a vu un match de Marseille. Oh, note de C'est Canal+, pas... 5,25 sur 20. Hein. Bah comme ça, ils sont pas tristes de perdre la Ligue 1. Non, enfin oui, pourtant c'est tout ce qui leur reste. Hein. C'est ça le problème aussi pour eux. Mais non, hier c'était assez affligeant. Non, Paris va 20 millions de points d'avance. Pas Bon. grand-chose à en rajouter sur la Ligue 1. Voilà, Après, c'est plus. Bon, après Marseille, cette année, c'est une saison pour déconner. Parce qu'ils ont perdu leur coach en début d'année, ils ont vendu la moitié de leurs meilleurs joueurs. C'est une saison qui compte pas vraiment, là ils la font pour déconner. Ça permet à Michi de tester ses coupes de cheveux. Voilà, ils joueront peut-être plus sérieusement la saison prochaine, mais là c'est pas... Je sais pas, Ouais, puis ils peuvent être relégués ou non, je crois pas, ils ont dit, la LFP, ils ont Ils signé ont, dans ils ont toutes les 6 équipes. points, ils ont 6 points d'avance sur le premier relégable, donc c'est pas non plus énorme, énorme. Maintenant, ils ont quand même 26 points, ça veut dire qu'il leur faut 15-16 points pour réussir à se maintenir. Donc, même s'ils gagnent un match sur 4 jusqu'à la fin de la saison, ils vont s'en sortir, quoi. Ouais, ouais. Donc,
Donc voilà, mais ça sera pas très bien glorieux ou quoi que ce soit. Mais par contre, ils peuvent nous faire une bonne petite Coupe d'Europe. Hein, on sait jamais. Ils vont peut-être se sortir les doigts du cul en se disant bon ben en championnat de toute façon c'est niqué. Donc maintenant, si on veut faire un petit truc cette saison et si on veut se faire au moins un peu plaisir à nous-mêmes, on va peut-être essayer de jouer la Coupe de l'UEFA un peu plus à fond. Donc voilà. Donc il y aura peut-être un peu quelque chose à voir à ce niveau-là. Mais Quelle voilà. tristesse On cette reste- équipe de Marseille quand même, qui avait fait une Hum, très belle première partie de saison l'année dernière, qui nous avait fait rêver un peu et qui cette année est au fond du trou, tout ça parce qu'à un moment donné, moi je pense que putain comment il s'appelle La Brune, L'escroc? la Brune, Ah non. la Oui, Brune, ouais. je pense qu'il a pas avec l'autre, la glacière, L'escroc. Bien ça. Ouais. Bielsa, L'escroc. l'escroc. Je pense qu'il a pas misé sur le bon cheval et j'ai Non, envie de dire, au-delà de il a pas misé sur le bon cheval, il aurait pu s'en douter que ça allait se passer comme ça. Parce que il est quand même connu dans le c'est milieu. Un mec qu'on appelle El Loco, on est ça censé lui faire s'est modérément toujours passé confiance. comme ça avec Bielsa. Hein. Oui, non, mais tout à fait. Et voilà, je trouve que ouais, voilà. Bon, moi j'ai de la Ouais. tristesse pour Lyon, mais apparemment ça va un peu mieux. Ouais, bah Euh, déjà, ils ont un beau nouveau stade en plus. Ils ont voilà. inauguré leur stade. Donc voilà, tout va pas si mal à Lyon. Et Monaco puis, il y a finalement troisième. tellement pas grand-chose que voilà, ouais, on va retrouver. Ils seront pas loin d'être devant quand même, ceux-là. Hein, à un moment Monaco ou à un autre. troisième. Jardim, quand même. Jardim, ce mec est un... Enfin, je trouve que ce mec est un génie. Ça fait 2 saisons. Mhm. C'est sa deuxième saison sur le banc. Ça fait 2 saisons. La première saison, il arrive au mercato d'été, il perd tous ses meilleurs joueurs. Tous. Tous. Ils sont tous partis. Hein. La deuxième saison de Monaco, il arrive à faire deuxième, troisième du championnat. Ce qui est quand même une très belle performance. Il est sur sa deuxième année au mercato estival, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que les mecs qui tenaient debout, il les a perdus. Je pense notamment à Ferreira Carrasco et à gauche à Leivin Kurzawa. Et là, on arrive Mhm. en milieu de saison et ça y est, ils sont troisième. Alors, ok, c'est plus facile cette année que l'année dernière parce que là, il y a une faiblesse globale, c'est là où je te rejoins, qui fait qu'à un moment donné, tout peut jouer. Il y a juste le PSG qui est devant, qui a absolument rien à craindre. Je pense Ça, que c'est je pense qu'ils peuvent tenter une compo avec les 11 de la CFA2 et en mettant en remplaçant le mec qui tient le stand de hot dog et voilà, ils peuvent faire ça les 10 prochaines journées, ils seront quand même premiers quoi. Enfin, ils arriveront peut-être même à prendre des points. C'est ça qui est triste. Et ils ont 7 victoires d'avance. C'est-à-dire que si le PSG perd 7 matchs consécutifs et que derrière ils sont toujours Monaco gagne premiers. 7 matchs consécutifs, ils sont à égalité, mais Paris, avec sa différence de but, est toujours premier. Donc voilà, donc là tout de suite, ils peuvent être champions à la 31e journée, c'est-à-dire qu'ils peuvent être champions en mars. Enfin, on est dans des proportions hallucinantes, bien sûr. Oui, On ils se sont loin croirait en Allemagne. mais ils sont loin devant tout le monde parce qu'ils sont plus forts que tout le monde. Mais Mais ne ouais, l'oublie pas. derrière, c'est léger. Hein. Angers est toujours deuxième quoi. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est que, encore une fois, si Paris venait à gagner tous les matchs cette saison et que le deuxième du championnat parvenait à gagner tous les matchs, sauf les 2 matchs contre Paris, Ce serait pas on pareil. aurait quand même, Ouais, on ouais, aurait quand même quelque chose qui ressemblerait au championnat d'Espagne avec les deux Madrid et Barcelone. tout à fait, Là, le tout à fait. problème, c'est que, encore une fois, quand tu prends sur les matchs allés, Je vous mets le c'est classement marrant là parce que sous ce les yeux. chiffre est extrêmement précis. Paris, 51 points sur les matchs allés. Lyon, 26 points. Marseille, 25 points. 26 plus 25 égale, 51. voilà, le Donc nombre de points qu'avait Paris à l'issue des matchs allés. tout à Donc, fait. c'est marrant, mais voilà, c'est ça. C'est donc la faiblesse abyssale des équipes qui sont derrière, parce que bien sûr, si tu as Paris à 51, que tu en as un autre à 26 et le troisième à 25, ça veut donc dire qu'il y a une de ces deux équipes qui a 25 points et l'autre à 26 points de Paris. Donc, à mi-championnat, après 19 matchs, là, on parlait tout de suite C'est des pas 20 fou. points, Hein. bien évidemment, du deuxième. Mais là, quand tu vois les favoris, parce que le deuxième aujourd'hui, c'est Angers, quand tu vois quand même les équipes qui sont censées être un tout petit peu favorites, à savoir quand même Lyon et Marseille avant tout, ils sont à 25 et 26 points. Ouais. 8, presque 9 victoires et donc presque 10 victoires. Alors Angers d'ailleurs Il reste, il reste 18 matchs. Hein. qui en étant second du championnat a lancé son opération Grande Braderie. Je suis putain moi ça me fait. Je comprends la position du président du club d'Angers qui fait une saison magnifique où on propose des millions pour ses joueurs,
qu'il aurait revendu 3 cacahuètes la saison d'avant et qui se dit moi je sais pas si ça va durer, autant les vendre maintenant, je peux faire quelque chose et voilà. Mais putain, sportivement, quelle tristesse quoi. T'es second de ton championnat, t'as une équipe qui roule et t'enlèves les meilleurs éléments. C'est clair. C'est clair. Ça fait C'est clair. chier. Ça fait Franchement, ça chier. fait chier. Mais, écoute, il y a un règlement, ils appliquent le règlement. Le Oui, oui, règlement oui. dit qu'il existe un mercato d'hiver où vous avez le droit de changer toute votre équipe si vous voulez. Et le président d'Angers fait un choix politique. Ouais. C'est son droit. Ce choix politique est le suivant, c'est je pense qu'on a suffisamment de points à la mi-temps pour espérer prendre quelques miettes et se maintenir dans le pire des cas, peut-être même faire un petit poil mieux que ça. Mais de toute façon, nous sommes des promus. C'est pas la première fois qu'un promu va réussir à se maintenir l'année où il monte. Mais on sait que pour les promus, souvent, le plus dur, Oui, bien paradoxalement, sûr. c'est pas la première, mais c'est la deuxième saison. Bien Et sûr, donc bien le sûr. président d'Angers aujourd'hui est dans un choix politique, le règlement lui permet en plus de le faire, qui dit que il faut préparer un petit peu la saison prochaine, parce qu'a priori ce sera celle-là la plus dure. C'est son Ouais, choix, non il faut mais le évidemment. respecter, le règlement lui donne la possibilité de le faire. Mais philosophiquement parlant, Je trouve juste que sportivement, bien putain, ça sûr, fait c'est chier. Et juste, ça fait chier en fait. Là, on se rend compte que ça fait chier que le règlement il permette ça. Quand c'est dans bien le cadre sûr. d'essayer de se renforcer au mercato, je trouve ça pas une mauvaise chose. Mais là, Mhm. enfin, il va se faire enfin, je sais pas. J'aurais aimé voir cette équipe d'Angers tout simplement aller jusqu'au bout de sa saison, quoi, et de voir ce qu'elle peut faire sur une saison complète. Là, on aura que sur une demi-saison. Je trouve ça triste. Voilà. Bon, après, je comprends le choix politique. Il y a pas de souci, effectivement. Un président de club, il pense à son club et il a envie que ça s'inscrive dans la durée. Et là, il a la possibilité de faire des investissements qu'il aurait certainement pas. Il aura pas d'autres occasions comme ça, parce qu'on peut penser aussi que beaucoup Bien des joueurs sûr. d'Angers, dans 2 ans, ils valent plus rien. Ils sont peut-être sur Et un si, pic de forme particulier qui fait que ça carbure maintenant, mais qu'en vrai, ils sont peut-être au niveau Ligue 2, quoi. Donc, et si tu permets de rajouter un tout petit quelque chose, on évoque donc le choix politique et philosophique du président d'Angers, on va quand même aussi le nommer, donc Saïd Chaban, il s'appelle ce garçon-là. C'est plutôt un mec qui est un petit peu moins vieux que la moyenne, donc qui a un petit peu des idées neuves. Et il faut savoir que ce Saïd Chaban, quand même, à son crédit, on peut mettre certaines choses, parmi lesquelles il mettons des est en choses à train crédit. actuellement de monter la quatrième télé d'un club de foot en Ouais, France, ce serait donc SCO TV, ouais. le SCO dans TV, qui serait une chaîne majoritairement tournée autour du club d'Angers, qui serait aussi une chaîne locale là-bas. Donc, il a des idées neuves et des idées fortes pour un petit club, créer sa propre télé. Monaco n'a pas sa propre télé, Nantes n'a pas sa propre télé, Saint-Étienne n'a pas sa propre télé, tu vois, pour te donner des exemples quand même de clubs qui sont là depuis longtemps et tout. Et pour prendre un autre exemple de ce garçon-là, c'est qu'il, l'année dernière, au mercato d'hiver, il a vendu un certain Sofiane Bouffal. Le petit gars L'affaire du qui, siècle. ah oui, parce que quand même, Lille a récupéré un sacré bon joueur, là, mine de rien. Donc, lui, il a pris un peu de pognon. Il a pris le risque de vendre Sofiane Bouffal à un moment de la saison où il n'était pas encore sûr de monter ou quoi que ce soit. Mais il voyait déjà un tout petit peu plus loin que le bout de son nez en se disant, l'année prochaine, voilà la Ligue 1. Moi, j'ai envie quand même de me structurer. Je vais avoir besoin d'un joueur un peu plus d'expérience, Oui, machin. oui, Il va non, me non, falloir mais un peu de monnaie pour me payer ces joueurs d'expérience là. je dis pas que c'est une mauvaise Pour décision, je dis juste que sportivement, ça fait chier, quoi. Voilà. Et l'année dernière, sportivement, ça faisait chier qu'il ait vendu Bouffal. Ouais, Finalement, à Angers, tu peux aller questionner tout le monde à Angers il y a un an. Au moment où il a vendu Bouffal, ouais, putain, c'est dommage, merde, sportivement, Bouffal était en train de faire quelque chose de génial chez nous, nani, ouais, nani. et puis là, tout de suite, ouais, bon, on a peut-être bien fait de le vendre, quoi. Et puis là, maintenant, bon, bah écoute, on a peut-être finalement, on Ouais, va bon. peut-être le vendre parce qu'il est quand même très très bon avec Lille et qu'il aurait été sans doute mieux vendu encore cette année. Donc peut-être quand même aussi que le meilleur choix, paradoxalement, aurait été de le garder un an de plus. Tu prends le Angers, deuxième du championnat tout de suite, tu lui mets Bouffal au cul. Il peut être avec un certain nombre de points d'avance qui peuvent presque les envoyer en Champions League, Angers. Hein. Ouais, Il manque ouais, pas grand-chose. peut-être. Bon, Donc écoute, le choix, bah, on se voit quand même que c'est un bon choix parce que ça a aidé Angers à monter une équipe pour pouvoir se maintenir rapidement. Ils l'ont fait intelligemment, ils ont fait leur recrutement très rapidement aussi au mercato d'été l'année dernière. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont bien faites. Donc, même si évidemment que c'est pas beau philosophiquement, sportivement, tout ce que tu veux, je soupçonne ce monsieur Chaban quand même de prendre régulièrement de bonnes décisions et bah donc, j'ai envie de donner un peu de crédit à sa décision et de dire que
elle est malheureusement en dommage, mais à partir du moment où il a le droit de toute façon de le faire, eh ben, je pense qu'il fait encore quelque chose d'intéressant et que pour l'instant, ses derniers choix ont plutôt été couronnés de succès. Eh Donc on ben verra bien écoute, si d'avoir vendu Butel et d'avoir vendu leur petit milieu de terrain là, et ben si c'est pas si c'est finalement une bonne payant à la idée. fin ou pas. Écoute, cher ami, je te propose que nous concluions cette première partie sur ces paroles positives comme le sera certainement notre année 2016. Amis qui nous revoyaient en rediffusion, n'oubliez pas, le bistrot est là tous les lundis pour parler du sport. Et voilà, vous pouvez laisser un commentaire, un j'aime sur la vidéo, tout ça, vous abonner pour ne rien rater, parce qu'évidemment on vous dit ça à chaque fois. On se dit à la semaine prochaine, des bisous, bisous, bisous.